plateau pour parler de l'éducation et de la dépravation des mœurs. Alors, M. Aoukou dit qu'il ne faut pas considérer ces enfants qui passent une période comme des brebis galeuses. Non, elles ne sont pas des brebis galeuses. Dans l'évolution humaine, il y a des moments que nous traversons qui sont propres à ces moments-là. C'est quand l'individu arrive à une certaine maturation physique et qu'il va amorcer une autre phase de sa vie qui va le conduire à l'âge adulte. Donc c'est une période de crise. Les parents ont des difficultés très souvent à échanger avec leurs enfants lorsque les enfants ont cet âge-là. Et ces enfants se retrouvent à l'école. C'est normal, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été formés pour. Mais à l'école, on veille à ce que dans les institutions de formation, qu'on essaye de montrer aux enseignants qui seront face à ces enfants les mécanismes par lesquels ces enfants peuvent facilement être conduits vers des objectifs sociaux qui sont les meilleurs. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'institution n'a plus les ressorts pour faire face à une situation comme ça. Quand vous voyez l'école chez nous, vous allez voir qu'à l'intérieur de l'école, il y a d'abord l'enseignant. C'est lui qui est en face de l'apprenant. Qu'est-ce qu'on lui demande de faire? C'est de transmettre les savoir-être, les savoir-faire. Mais l'élève n'est pas limité seulement, le contact à l'intérieur de la classe ou de l'établissement n'est pas seulement limité. Il y a les surveillants, les censeurs, ce sont les gardiens du temple. Ça veut dire quoi? Indépendamment de ce que l'enseignant fait avec les éléments ou les enseignants font avec les élèves, il y a d'autres personnels qui s'occupent de veiller à la police interne de l'établissement. Et ces gens-là sont très importants pour le fonctionnement normal de l'institution. Et quand on n'arrive pas... Ces gens ont failli à leur mission. Oui, mais le problème, c'est ceci. Est-ce qu'on en a encore? Est-ce qu'on en a suffisamment en nombre pour pouvoir suivre nos enfants et les aider à adopter les comportements que l'institution voudrait les voir adopter? Moi, je me rappelle que il y avait des établissements où, lorsque vous voyez le proviseur et les surveillants arriver, mais ça veut dire que l'enseignant se met de côté. Eux, ils ne viennent pas traiter du contenu du cours, ils ne viennent pas traiter, ils veulent voir, ils viennent contrôler des éléments qui créent ou qui perturbent l'institution scolaire. Bon, aujourd'hui, le fonctionnement de nos établissements porte vraiment un questionnement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous voyez des institutions où un certain personnel n'existe pas ou est insuffisant, vous allez voir ces dérapages-là. Parce qu'il n'y a personne pour suivre nos enfants. Il n'y a personne pour suivre nos enfants. Mais à l'école. À l'école, à l'intérieur de l'établissement. Et à la maison. Maintenant, à la maison, qu'est-ce qui se passe? C'est que la crise sociale qui fait que l'individu est fragilisé par rapport à son vécu quotidien fait que beaucoup de familles ne sont plus des bons réceptacles pour les enfants. Aujourd'hui, dans certaines familles, pour des raisons d'emploi, certains parents, ils quittent le matin, c'est difficilement que les enfants les rencontrent dans la journée. Et ils rentrent tard quand les enfants sont déjà couchés. Mieux, c'est que d'autres personnes se retrouvent dans d'autres contextes où ils désertent carrément la maison. Et indépendamment de cet autre phénomène, il y a des foyers monoparentaux où l'homme se retrouve avec uniquement ses enfants, ses filles, où la femme se retrouve uniquement avec ses enfants, etc. On ne voit pas très bien qui est à la charge réelle de ces enfants. Alors, ça constitue tout un vivier. Ça constitue tout un vivier. Et tellement nous sommes dans nos sociétés délitées, c'est-à-dire que la société est tellement délitée qu'il n'y a pas de personnel pour suppléer. Avant, quand vous quittez la maison, il y a une tante, il y a un cousin, il y a quelqu'un à la maison qui peut s'occuper des enfants. Mais aujourd'hui, c'est la bonne. Or, très souvent, cette bonne-là, elle n'a pas les moyens pour pouvoir être le personnel d'accompagnement à la maison. Et dans certaines familles, je dirais même dans des familles aisées, vous voyez ce problème-là. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils ont les moyens, mais il n'y a personne pour s'occuper des enfants. Ils ont les moyens, mais ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas aussi la disponibilité. Peut-être même des fois, ils sont obligés
d'être absent. Et donc, ça crée tout un bulle composé d'enfants qui sont en difficulté familiale ou qui peut-être ont le confort, mais qui sont aussi en difficulté, en crise morale à l'intérieur de la maison, des ménages disloqués, des divorces, des cas de famille divorcés, etc., qui se retrouvent maintenant tous à l'école. Or, quand des personnages comme ça se retrouvent, des gens comme ça se retrouvent dans un milieu, il faut quelqu'un pour servir de police et de veiller à ce que les comportements ne se communiquent, les mauvais comportements ne se communiquent pas. Et c'est là où on a besoin du personnel, des surveillants qui soient là, qui soient vigilants pour voir qu'est-ce que les enfants utilisent, comment est-ce qu'ils se regroupent, pourquoi ils se regroupent, etc. etc. Et ça, c'est très important. Dans nos institutions scolaires aujourd'hui, ce problème-là est un problème crucial. Monsieur Akou, est-ce qu'on peut parler aussi de la mauvaise influence des réseaux sociaux sur les jeunes? Oui, parler de mauvaise influence des réseaux sociaux, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de poser la question. Est-ce que nous-mêmes, nos comportements que nous transportons dans les réseaux sociaux, ce ne sont pas ces comportements-là qui sont mauvais? C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, par exemple, on nous dit d'utiliser WhatsApp, Telegram pour animer des cours. Ça veut dire quoi? L'outil en lui-même ne pose pas problème. Mais quand vous le laissez à la main, dans les mains d'un enfant qui, dans un milieu donné, ou vient d'un milieu donné, où on n'a pas de contrôle sur ses comportements, il va utiliser l'outil comme étant un canal pour communiquer ce comportement-là. Et donc, dans beaucoup de pays, qu'est-ce qu'on fait? C'est que la question même des médias est prise en compte par la société, par l'État, dans ses politiques. On décide que s'il faut utiliser des supports ou des outils de ce genre-là à l'école, voilà les règles. Dans certains pays, vous avez des enfants qui rentrent en classe, qui vont utiliser peut-être WhatsApp, qui vont utiliser peut-être Telegram, qui vont utiliser Facebook, mais ils l'utiliseront uniquement pour apprendre. Ils l'utiliseront uniquement pour apprendre. Et dès que finit l'apprentissage, ils n'ont même plus le droit d'y toucher. Vous voyez? Donc l'outil lui-même n'est pas un problème. C'est les comportements sociaux que nous avons, que nous transportons sur ces réseaux sociaux et qui posent problème. Parce que hier, si ces comportements n'étaient pas visibles, ou si ces comportements étaient dissimulés, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, cela prend de l'ampleur. Alors, monsieur, vous avez des pistes de solutions pour cadrer ces élèves-là? Oui, c'est-à-dire que si on peut... Toute la société, hein. Si on peut envisager des pistes, c'est d'abord essayer de voir un peu comment est-ce qu'on peut utiliser ces ressources-là en milieu scolaire. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que oui, on a une politique en la matière? Si oui, il faut la décliner jusqu'au bout. Un enfant ne va pas venir à l'école avec un smartphone, avec un iPhone, sans que cela n'ait un lien avec ce qu'il vient faire à l'école. Si on l'autorise à le faire, alors il y a un problème. Mais il peut venir à l'école à condition que cela soit imposé par l'école. C'est un peu comme les tenues. Quand l'école dit vous venez en tenue, c'est parce qu'il y a une norme qu'on veut instaurer et on veut avoir cela. Quand on nous dit de venir avec un bic, c'est parce qu'on sait que ça va servir à écrire. Ainsi de suite pour le cahier. De la même façon, le smartphone, l'iPhone, les tablettes, l'ordinateur doit respecter ces mêmes normes. Et ce ne sont pas les règles qui existent pour hybrider ces instruments-là à l'école. C'est-à-dire que dans certains pays, quand vous allez dans un établissement, vous ne pouvez plus faire Internet. Vous êtes en système Intranet. Vous utilisez les mêmes ressources, mais vous êtes entre enseignants et apprenants. On vous donne des tâches à faire à travers l'outil. C'est quand vous êtes ailleurs que vous pouvez l'utiliser. Bon, il y a toutes ces réflexions-là qu'il faut mener pour voir si nous ne pouvons pas interdire ces outils à l'école, il faut mieux plutôt prendre le taureau par les cornes, réfléchir à la manière dont nous pouvons utiliser ces outils-là pour enseigner et apprendre, et non laisser cela là, dans les mains des enfants
qui ont des problèmes et qui pourraient s'en servir pour nous montrer qu'ils ont effectivement des problèmes. Les organisations de la société civile appellent à briser les tabous. Est-ce que le dialogue entre parents et enfants est gage de protection de l'enfant? Ce dialogue, il va se faire comment? Ce n'est pas des dialogues. Ce qu'on dit généralement, c'est que le comportement des parents doit être l'exemple que les enfants doivent prendre. Si dans la famille, le père et la mère ont des comportements déviants, il y a de fortes chances que les enfants aussi aient des comportements déviants. On a des situations où les enfants écoutent les parents sans écouter la maman, écoutent la maman sans écouter le père, etc. etc. Donc, c'est des situations. Alors, moi, je pense que s'il doit y avoir des réflexions, c'est d'abord mener une réflexion large, laisser la société s'exprimer sur certains problèmes. Pour dire, en matière de normes, la société ferait mieux d'adopter tel type de valeurs, tel type de mœurs, tel type de pratiques. Et une fois que nous sommes d'accord là-dessus, faire en sorte que l'institution scolaire travaille à atteindre ou à réaliser ces objectifs-là dans son fonction. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, puisque vous savez, aujourd'hui, des institutions internationales sont arrivées à la conclusion que les États ne peuvent pas faire à eux seuls l'éducation. L'éducation doit faire l'objet d'un consensus à l'intérieur de chaque pays. C'est-à-dire, on ne peut pas décider d'orienter une politique éducative dans un sens sans qu'on ait une discussion sociale sur la question pour que le choix soit un choix social. Moi, je suis sûr d'une chose. Si aujourd'hui, on met devant la société certaines discussions et on dit à notre société de prendre position sur certaines choses, vous allez voir que les choix que la société va faire seront des choix qui seront plus éclairés que si on laissait tout simplement des spécialistes s'en occuper. Parce que là, on aurait des gens qui amèneront leur réflexion dans le sens de remettre les valeurs en place et d'exiger des institutions scolaires que ces institutions-là fonctionnent dans le but d'atteindre ces objectifs. Comment est-ce qu'on peut procéder avec les chefs de quartier, les chefs de famille Alors, très souvent, on procède de la façon suivante. On réunit la société à travers ses représentants et à travers l'opinion pour se poser la question de savoir quel type de citoyens voudrons-nous avoir autour. Vous allez voir que dans la devise nationale, c'est écrit travail, liberté, patrie. Ce sont des valeurs qui sont très, très... Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur ce que c'est que le travail autonome. C'est quoi le travail? Qu'est-ce que c'est que la liberté autonome? C'est quoi la liberté? La patrie, qu'est-ce que c'est? Il faut que cette question revienne, qu'il y ait un consensus là-dessus. Quand vous avez un consensus là-dessus, vous pouvez facilement commencer à donner comme préoccupation à l'institution scolaire d'arriver, de conduire les citoyens vers ces valeurs-là. Mais si ces valeurs-là ne sont pas discutées au point de vue social, acceptées par tous, et que l'on définisse le type de citoyen que l'on veut, il va y avoir toujours des difficultés pour l'institution scolaire de réaliser le type de citoyen que l'on veut. Donc, une fois que ce type de citoyen est défini et que la société nous dit « moi, je veux des enfants travailleurs, moi, je veux des enfants qui soient méritants, etc., etc. » Vous allez voir que l'institution est obligée de définir les règles pour arriver à ça. Ce sont les hommes qui définissent les règles. Hein. Bien sûr, en tenant compte de la vision ou des valeurs qui sont proposées. Vous ne pouvez pas dire que nous privilégions le travail dans notre société et puis on voit que ceux qui ne réussissent pas, en fait, c'est eux qui deviennent la norme. Ce sont les mêmes hommes qui ne respectent pas ces règles. Exactement, exactement. Mais maintenant, comment est-ce que vous avez fait pour que d'autres personnes viennent revoir? Donc, on nous fait obligation pour que le problème de l'éducation soit des problèmes qui sont des problèmes pris à cœur par tout le monde. Par tout le monde. Dans les syndicats, les parents d'élèves, les associations, les élus, etc. C'est eux qui nous donnent plus ou moins la vision de la chose. Maintenant, l'institution ne fait que réaliser cela. Et vous prenez le cas du Bénin. Ils ont mis en place un conseil national sur l'éducation de l'enseignement.
Quand ce conseil se prononce, même le chef de l'État ne peut pas remettre en cause ce que ce conseil dit. En attendant ce conseil au Togo, est-ce qu'on ne peut pas procéder à la sensibilisation des enfants, leur apprendre à respecter leur corps, leur nudité? Oui, disons que pour peu que nous veuillons bien que cela soit pour nous des références en matière de comportement. Mais si vous dites à l'école de le faire et qu'à la maison on ne le fait pas, la télévision est allumée sur des chaînes qui diffusent des émissions qui vont dans ce sens-là, dans le sens contraire de ce que l'école veut, vous voyez que vous ne faites pas grand-chose. Vous ne faites que tourner en rond. Donc c'est ça, hein, parce que dans certains pays, on peut même limiter l'accès des jeunes à certains sites, à certains médias, etc., en tenant compte des valeurs qui sont portées par la société. Et ça, c'est la société qui le définit. Tant que la société ne l'a pas défini, l'école ne va pas le faire à la place de la société. Et ce sera toujours la consternation. Bien sûr, moi j'ai peur d'une chose, ce n'est que ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est une question à laquelle tout le monde va répondre. Maintenant que ce phénomène s'est posé, nous allons maintenant commencer par nous intéresser à ce qui se passe à Raymond, merci docteur Raymond Kokouaokou d'être passé sur ce plateau. Vous êtes consultant en ingénierie de la formation, expert en production de ressources éducatives, enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine. Merci.